Bienvenue sur ce webinaire de la coalition Forest and Finance. Est-ce que votre argent détruit les forêts tropicales ou porte atteinte à ses droits? Je suis Marilia Montero, militante pour les forêts à Banktrack. Quelques informations de départ. Le webinaire sera traduit en indonésien et en français de manière à activer celui-ci. Merci de suivre les étapes suivantes. Premièrement, il va falloir cliquer sur l'icône du globe interprétation qui se situe en bas à droite de votre écran. Merci de sélectionner le langage dans lequel vous voulez entendre le webinaire. Merci de bien vouloir noter que si vous souhaitez entendre l'audio en indonésien, il vous faudra sélectionner le canal japonais. Malheureusement pour le moment, Zoom n'a pas de canal indonésien. Vous pouvez par ailleurs mettre en muet la voix originale du présentateur et réactiver cette même voix à tout moment pendant le webinaire. Pendant le webinaire, vous pourrez également écrire vos questions et commentaires dans la section Conversation de Zoom. Le but de ce webinaire est de vous présenter les éléments clés de la base de données de Forest and Finance, aussi bien nouvelle qu'étendue. Une introduction brève sur Forest and Finance, lancé en premier lieu en 2016, un projet initialement mutuel de TUC Indonesia Profundo et RAN, une plateforme web composée d'une base de données consultable sur les produits financiers, exposés au risque de déforestation, une évaluation des politiques pertinentes de 30 institutions financières et une étude de cas mettant en évidence les opérations des clients. Le site web de Forest and Finance peut être utilisé par une pléthore d'audiences, et notamment les organisations de la société civile pour travailler sur des entreprises stratégiques de manière à convaincre les institutions financières d'utiliser leur influence sur le secteur forestier. En adoptant et en mettant en œuvre des politiques ESG et des systèmes de diligence raisonnables plus solides. Nous passons à présent à la phase expansion de Forest and Finance et pour la première fois, celle-ci inclut également le Brésil, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, ainsi que des nouvelles commodités comme le soja et le bœuf. Et comme nous le savions, l'expansion agricole de ces commodités est en lien direct avec la déforestation des zones où cette expansion agricole est en train de se produire. L'évaluation des politiques sera étendue à plus de 100 banques et 100 investisseurs en attente de lancement en 2021. Et dans le cadre de cette expansion, nous renforçons également la coalition entre Forest and Finance. Les nouveaux partenaires incluent Amazon Watch, Banktrack et journalistes du Brésil, Reporter Brazil. Certains de ces nouveaux résultats incluent 51 136 opérations financières identifiées, 153 milliards de crédits depuis l'accord de Paris sur le climat et un investissement de 37,3 milliards de dollars américains en avril 2020. Nous allons à présent donner premièrement la parole à Vard Warmerdam, qui est un chercheur économique à Profundo et qui a regroupé les données pour Forest and Finance. Merci Marilia. Bonjour et bon après-midi à tout le monde. Mon nom est, je m'appelle Vardha Madan et je suis celui qui a fait la recherche et les analyses financières par rapport aux données de Forest and Finance. Je vais donner une introduction brève sur la recherche méthodologique et certains détails qui ont été faits pour cette présentation. Je mettrai en lumière certaines recherches et les éléments clés qui en sont ressortis par rapport aux investisseurs. Et je repasserai la main ensuite à Merel pour la partie finance. Comment a-t-elle été conduite cette recherche? Comme elle a été énoncée au départ, nous avons majoritairement regardé les régions de l'Afrique de l'Ouest, du Brésil et de l'Afrique centrale. Nous avons de cette manière étendu le champ d'activité depuis l'Asie jusqu'en Afrique du centre et de l'Ouest. Nous avons pris en compte 6 commodités à risque de déforestation qui sont le bœuf, la pâte à papier, l'huile de palme, le caoutchouc, le bois et le soja.
Et autant pour les régions énoncées auparavant que les commodités, nous avons dû opérer et faire les statistiques de manière un peu différente, notamment par rapport aux entreprises sélectionnées. Pour l'huile de palme, la pâte à papier et le caoutchouc, en particulier en Asie du Sud, la sélection de l'entreprise a été faite en fonction de la concession et de la superficie du terrain. Pour le bœuf et le soja, particulièrement au Brésil, les chiffres étaient basés sur la production de soja et de bœuf, en prenant en compte les plus grosses productions de bœuf et de soja. Et pour la pâte à papier, nous avons regardé deux indicateurs, la capacité de production et la superficie de la concession. Nous y avons aussi inclus des compagnies produisant du bois et de l'huile de palme. En Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, notre focus a été majoritairement sur les entreprises dont les concessions et les opérations se situent dans la région du Tridom, dont les frontières sont liées aux pays du Cameroun, de la République du Congo et du Gabon, et dont les concessions sont majoritairement celles pour le bois. Et nous avons aussi sélectionné des entreprises dans la République démocratique du Congo. Entreprises aussi impliquées dans les risques de déforestation liés à leur activité. Pour ces mêmes entreprises productrices d'huile de palme et de caoutchouc. Concernant les données relatives à la recherche scientifique, nous avons commencé avec Bloomberg & Thompson, base de données financières énorme et utilisée par le domaine de la finance de manière internationale, par les analystes et les consultants de ces mêmes finances, de manière à identifier les financements syndiqués. Financements provenant de plusieurs institutions, tels que pour l'obtention de prêts, d'assurances obligataires ou d'actions. Ce qui a été aussi identifié sont les détenteurs d'obligations et les actionnaires. Nous avons ajouté AJ Global pour le financement de projet, le financement du commerce et l'analyse pour le financement du projet. Nous avons par ailleurs utilisé la publication d'entreprise et la publication des données pour avoir plus de données relatives à la publication des entreprises. Il y a un certain nombre de limitations auxquelles nous sommes confrontés dans ce domaine, notamment liées à Bloomberg et Thompson, comme j'ai pu le mentionner auparavant, données uniquement liées aux financements syndiqués, ou qui sont majoritairement des financements syndiqués. C'est pour ça que nous devons nous baser sur des registres et des données qui ne sont que binaturelles. Cependant, nous sommes limités dans ces cas-là par la juridiction que ça, notamment par rapport aux compagnies indonésiennes, liées notamment à l'information sur leur banque et tout ce qui a été généralement reporté dans leur rapport. Pour les compagnies indonésiennes par exemple, c'est plus facile de trouver des informations par rapport à la localité de leur banque, qui sont des informations généralement reportées dans leur rapport. Pour les entreprises malaisiennes et singapouriennes, il y a une limite par rapport à ce qui est publié dans leurs publications, notamment lié à la localisation de leur banque et la détermination de leur banque. Et nous ne pouvons pas trouver d'informations additionnelles par rapport à ces registres et ce qui y est comporté. Pour cette recherche, il y a eu un certain nombre d'éléments calculés. Par rapport à la limitation des sources de données et des financements. Mais une autre chose qui manque, pas toujours mais assez souvent, c'est le nombre d'entreprises internationales qui ont contribué à ces registres. Peut-être un certain nombre, et les banques, mais nous ne savons pas quelles sont les institutions financières qui ont fourni ces finances. Certaines figures manquent, certains chiffres manquent. Nous avons donc dû calculer certains éléments de manière assez aléatoire. Aussi parce que Forest & Finance focus sur l'activité des ajusteurs de segments. Nous calculons la proportion de l'activité du business dans une des 6 forêts qui sont à risque de déforestation, avec un nombre de combinaisons
Ce système s'assure que nous soyons en capacité de déterminer la quantité de déforestation possible. Nous allons décrire ça un peu plus en détail après. Et pour terminer, un autre élément que nous calculons sont les ajusteurs géographiques. Certaines de ces compagnies que nous recherchons sont actives sur ce plan-là et sont très présentes en termes de déforestation. Nous devons calculer la proportion de l'entreprise et de son activité par rapport à la proportion de déforestation, de manière à avoir quelque chose de précis et savoir quel montant va dans quel particulier harcèlement. Nous essayons de calculer quel financement est dépensé sur ces pratiques particulières, de manière à donner une image un peu plus claire du montant dépensé en Indonésie du Sud-Est, dans l'huile de palme notamment, et en matière de pâte à papier au Brésil. Je vais donc maintenant vous donner davantage de détails à travers la présentation qui suit. Sinarmas, par exemple, une subsidiaire. La filiale de Sinarmas 2016 a attiré 150 millions de dollars en prêts. Cette banque, 5 chefs de file, et avec un ratio d'engagement de 0,4. Et leur méthodologie va être expliquée sur le site web de Finance et Forest. Sur un certain nombre d'années, nous avons réussi à collecter pas mal de données, de manière à identifier la contribution financière de chacune de ces institutions. Et nous avons pu venir en arriver à un tableau précis de ces flux financiers et de la quantité d'argent qui est dépensée dans chacune de ces filiales. Institutions financières pour lesquelles nous avons vérifié effectivement les données. Comme par exemple, à partir de 150 millions de dollars en prêt, avec un chef de file de 75% et 15% pour chacune. Et en ce qui concerne du coup les participants, à 25% et donc 12,5% pour chacun de ces participants. Et voici ce à quoi ressemble le tableau dont nous parlons, en partant de certaines banques comme Abu Dhabi, Banque Mandiri, etc. Comme 12,5% pour Abu Dhabi, 15% pour les banques de Mandiri, etc., etc., en termes de pourcentage. Nous pouvons passer maintenant au ajustement de segment, l'ajusteur de segment, Kuala Lumpur, Kepong, qui comporte 5 segments en fonctionnement à signaler: plantation, fabrication, propriété, développement, holding d'investissement et autres. Pour un segment dépenses capitales, qui est notre indicateur financier de préférence, ce qui veut dire que tous les sous qui sont imputés dans ces segments sont ceux que nous prenons en considération. C'est donc notre indicateur préféré par rapport à ces dépenses. Ceci nous donne des indicateurs par année de manière à calculer exactement l'impact financier et l'impact au niveau de la production. Et ceci implique évidemment la formule qui nous permet de déchiffrer tout ça. De manière à faire un petit summary. Ajusteur pour l'huile de palme et caoutchouc basé sur les proportions appliquées à la superficie plantée, ce qui sont des données des segments de fabrication.
notamment en huile de palme. Vous pouvez voir ici les nombres qui suivent l'huile de palme sont les suivent de la superficie par rapport à la plantation en elle-même. Ce qui veut dire que nous avons un segment ici de 92%. Et pour le caoutchouc, un segment de proche de 5%. Par rapport aux plantations et aux superficies qui sont différentes. Nous arrivons finalement à un tableau avec des variables qui vous sont présentées ici, notamment par rapport à CIMB, Group et Maybank, avec une valeur en milliards de dollars. Ce sont les chiffres que nous avons réussi à regrouper. Et chiffres qui nous sont bien évidemment fournis par les institutions financières. En matière d'ajusteur géographique, nous avons plusieurs éléments. KLK est un bon exemple qui opère une entreprise d'huile de palme au Liberia, Equatorial Palm Oil. Pas de caoutchouc ou autre opération à risque de déforestation. Avec un ajusteur géographique basé sur les proportions appliquées à la superficie plantée au Liberia dans le sud-est de l'Asie, notamment en plantation d'huile de palme au Liberia avec 6,1%. Et notamment en plantation d'huile de palme en Asie du Sud-Est, proche du 94%. Nous pouvons donc comparer tout ça à tous les ajusteurs que nous avions jusqu'à présent. Avec l'huile de palme en Asie, en Afrique centre et de l'Ouest, avec 6%, et l'huile de palme en Afrique du Sud-Est, avec 87%. On peut donc s'en référer aux valeurs que nous avons dans le tableau ci-dessous. « 3 millions en palm oil, en huile de palme. Tout cela nous donne une indication, un résumé assez marqué de l'utilisation et des millions qui sont mis dans ces commodités. On peut maintenant avoir un petit en matière de créanciers et de résultats globaux, 154 milliards de dollars américains depuis 2016, tendance globale en augmentation. À peu près un quart en bœuf, un tiers de ça en pâte à papier et le reste en bois. En Sud-Est Asie, en Asie du Sud-Est, 54 milliards de dollars américains depuis 2016.
plus de la moitié de ce financement en huile de palme. Pas autant pour le soja, le beef et le bœuf, mais une certaine quantité aussi pour le bois et le caoutchouc. De tout ce total-là, les banques asiatiques couvrent 84% de ces totaux. Et la moitié de ce total-là vient de l'Asie du Sud-Est. D'un certain nombre de pays voisins comme les Japonais. Banque d'Asie du Sud-Est, 55% avec de l'huile de palme et 45% de pâte et papier. En fonction par rapport aux banques de l'Asie de l'Est, 21% huile de palme et 49% de pâte et papier. 92% de crédits fournis par 10 pays en Asie du Sud-Est. De 92% de crédits fournis par 10 pays au niveau des institutions financières, 46% par des banques. Quatre de ces banques sont signataires des principes des Nations Unies pour une banque responsable. Nous expliquerons plus en détail ces principes dans la suite. À suivre, les investisseurs en obligations et en actions, comme les compagnies d'assurance par exemple. Résultats globaux, 37 milliards de dollars de dépôts en date d'avril 2020, dont certaines entreprises qui sont engagées dans tout ce qui sont les problèmes liés au risque de déforestation, 3/4 dans l'huile de palme et le pâte et papier. « 56 provenant seulement de 10 investisseurs. De seulement 10 investisseurs. Certaines de ces banques, nous pouvons les voir sur la charte à côté des pourcentages en matière de commodité. En regardant spécifiquement à l'Asie du Sud-Est, nous avons 24 milliards de dollars en dépôt en date d'avril 2020. Par rapport à 6 commodités à risque de déforestation, la vaste majorité en huile de palme et 60% provenant d'investisseurs régionaux. Dont un certain nombre venaient de l'Amérique du Sud. Investisseurs malais 56% et investisseurs des États-Unis 18%. Ceux-ci dominent. Ces deux investisseurs dominent. Ce sont les investisseurs primordiaux qui dominent. 3 investisseurs principaux, tous liés au gouvernement malais. PNB et PF. Et 6 destinataires de ces principes des Nations Unies pour l'investissement responsable, en incluant IPF. Ainsi que des investisseurs du Japon et d'autres pays voisins. Voici un exemple de portefeuille bancaire exposé au risque de déforestation qui va être expliqué par Merel. Merci Watt pour la présentation sur la méthodologie et certains des éléments clés. J'aimerais à présent faire un focus sur le portfolio de 4 des plus grandes banques
qui sont à la source des finances des risques de déforestation. Je vais démarrer avec CIMB, et qui est un des signataires des principes des Nations Unies sur les responsabilités au niveau de la déforestation. Une des plus grandes, ça fait partie des top 10 des créditeurs, depuis que les accords de Paris ont été signés depuis 2016, a envoyé 2,1 milliards de dollars américains, dont 3/4 ont été mis dans l'huile de palme, ce qui représente 80% des milliards. Un des groupes qui est le plus impliqué dans la déforestation. Ensuite, nous avons Mitsubishi UFG, une des plus grandes des 3 banques japonaises, avec 1,8 milliard de dollars américains depuis 2016, principalement en huile de palme et pâte et papier. Et aussi un signataire des accords de Paris et des principes des Nations Unies. Et qui a bien évidemment fourni 2,9 milliards de dollars, dont 40% a été appliqué à l'huile de palme, du secteur de l'huile de palme, et en Brésil et en Asie du Sud-Est. Il fait partie de la liste des top 10 signataires et des créanciers pour ces différentes commodités. Parmi cette liste de bénéficiaires de créanciers se trouvent beaucoup de boîtes qui sont directement impliquées dans la déforestation. Banque Negara Indonésie. Indonésie n'a pas signé les accords de Paris et des Nations Unies. Parmi la liste des 5 plus grosses des groupes créanciers financiers des banques, 2,5 milliards de dollars américains depuis 2016, et 2 tiers d'huile de palme et pour 1 tiers de pâte et papier. Et son client le plus gros est Sinarmas Group. Pour terminer, DBS, la banque DBS, et qui a certains principes qui sont un peu plus avancés et plus durs que la plupart des banques, mais qui n'a pas encore signé les accords des Nations Unies. Depuis l'accord avec Paris, ils ont produit 1,4 milliard de dollars américains depuis 2016, dont presque 3/4 dans la pâte et le papier, avec près de 22% en matière de caoutchouc et un peu plus de 61% en huile de palme. Son plus large client sont Sinarmas et Silent Group, qui est un producteur d'huile de palme et qui fait partie des affaires notamment liées à la main-d'œuvre illégale. Sinarcam est impliqué dans un très large réseau de déforestation. Aujourd'hui marque le premier anniversaire du lancement des principes pour une banque responsable des Nations Unies, avec 20 banques signataires des principes des Nations Unies, tout en s'engageant à aligner leur stratégie commerciale sur l'accord de Paris et ses développements, de manière à aligner tout sur l'aspect de la déforestation. Pendant que les premiers reports ne sont pas dus avant 6 mois, une analyse assez rapide du portfolio et de ses signataires indique qu'il n'y a pas encore d'alignement probable et que qu'ils ne sont pas encore en place. Sinarmas est donc un client majeur de ces banques qui favorisent l'expansion de la déforestation, et notre prochain présentateur va nous expliquer pourquoi Sinarmas est un tel problème. Je repasse la main à Maria. Merci Meryl pour cette très bonne analyse. Le prochain présentateur est Edi Sutrisno, qui est le directeur de Tuk Indonesia. Il parlera en indonésien, donc assurez-vous d'activer le canal japonais pour pouvoir entendre la traduction en anglais. Nous allons donner un petit peu de temps au traducteur pour se mettre en place. Pendant ce temps,
Vous pouvez éventuellement commenter ou poser des questions dans la partie questions et réponses de Zoom. Eddie, quand vous voulez, vous pouvez démarrer. Merci Maria et aux participants présents avec nous aujourd'hui dans ce webinaire. Je veux vous parler des pratiques de Sinarmas dans ces industries d'huile de palme et des plantations forestières. Comme nous l'ont dit Ward et Merrill, les activités de ces entreprises sont indissociables du rôle des institutions de services financiers. Je parlerai des impacts du financement accordé à ces entreprises sur les aspects sociaux et économiques. Comme nous le savons, Sinarmas est un grand groupe en Indonésie et c'est une société construite par Feu Eka Cipta Wijaya. Je voudrais vous montrer la structure de l'entreprise pour son industrie forestière. C'est une structure complexe. Et comme Ward l'a dit, il n'était pas facile de compiler des données avec une structure comme celle-ci. Ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que si nous nous intéressons à une certaine entreprise, nous ne devrions pas nous intéresser uniquement à celle d'Indonésie. Dans cette structure, il est clair que de nombreuses entreprises appartenant à Sinarmas sont basées à Singapour, aux îles Vierges britanniques et dans d'autres paradis fiscaux. Il s'agit de la structure de propriété de Sinarmas pour son secteur de l'huile de palme. Ce n'est pas aussi complexe que son secteur forestier, comme on peut le voir sur cette charte. Nous devons comprendre que l'Indonésie, par le biais des règlements présidentiels, pousse les entreprises à déclarer leur propriété effective. Nous partageons cela pour promouvoir la transparence afin que le public et que les services financiers puissent comprendre. S'ils ne comprennent pas la structure et les parties liées à un groupe de sociétés, il sera difficile pour ces services financiers de faire preuve de diligence raisonnable et d'appliquer la loi. Comme nous le savons, la superficie totale de l'Indonésie couvre 191,6 millions d'hectares. 6% de la superficie totale de l'Indonésie est contrôlée par 26 magnats de palmiers à l'huile, d'huile de palme et de la foresterie. Si nous regardons plus loin, Sinarmas contrôle 2% de la superficie totale de l'Indonésie à travers ce secteur d'huile de palme et de sylviculture. Vous pouvez le voir dans nos publications de 2018 relatives au secteur de l'huile de palme et de nos publications en 2019 pour le secteur forestier. Non seulement Sinarmas, mais il existe également d'autres grandes entreprises, comme Salim, Jardine Matheson ou sa filiale en Indonésie, Astra, qui est une subsidiaire de Jardine Matheson. Il y a aussi Surya Demai et divers groupes d'entreprises, dont Corindo et Marubeni. Parmi tous les engagements de Sinarmas, comme nous le savons, ils ont été très occupés à élaborer leur politique interne. Cependant, nous avons constaté qu'il existe encore des impacts sociaux et environnementaux. Sinarmas, à travers ses filiales ou sa chaîne d'approvisionnement,
a une longue expérience en matière de violation des droits des communautés, tels que les conflits et l'accaparement des terres. Il y a au moins 100 conflits communautaires impliquant Sinarmas. En 2019, la concession de pâte de papier de Sinarmas avait la plus grande superficie brûlée de toutes les entreprises. On pensait que cela finirait en 2020. Mais en 2020, c'était toujours lié à de nombreux conflits. Récemment, dans leur concession à Jambi, il y a eu un conflit où ils ont pulvérisé les cultures de la communauté locale avec un herbicide. Les récoltes ont été détruites. C'est une violation des propres engagements de Sinarmas. Et cela va bien évidemment à l'encontre des engagements du gouvernement qui a déclaré la sécurité alimentaire. Mais les terres cultivées de la communauté sont sacrifiées au profit des intérêts des entreprises. En plus des conflits communautaires, dans une concession APP, un tigre de Sumatra a été retrouvé tué dans une zone de concession. C'est une préoccupation pour nous tous. Les institutions financières doivent le savoir. Bien que nous nous engagions à protéger la faune, il existe toujours un cas où un tigre de Sumatra rare est retrouvé tué dans ces concessions. À Sumatra, un indigène a été criminalisé et dénoncé par Sinarmas pour avoir coupé 20 arbres. Bon coup, cet homme-là est condamné à 1 an de prison. Donc dans tout cela, dans tous ces conflits, et au milieu de cette pandémie, comment se fait-il que Sinarmas fasse cela ? Au lieu de cela, il devrait aider les communautés à faire face à la pandémie. Sinarmas est également impliqué dans le défrichement de 3500 hectares de tourbières et construit un canal de drainage de 53 km. C'est clairement une violation des propres engagements de Sinarmas. Ils ont dit que la tourbe n'était pas claire, mais en réalité, cela se produit toujours. Cela doit être noté par le public, par les institutions financières et le marché, en particulier le gouvernement dans son application de la loi. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas simplement noter que les entreprises ont des politiques en place, mais nous devons également surveiller ce qui se passe sur le terrain. Le public et toutes les parties prenantes doivent faire pression pour la mise en œuvre du développement durable. Comme je l'ai dit plus tôt, en 2020, Sinarmas est toujours lié à un ensemble d'impacts sociaux et environnementaux. Nous avons mis en place une surveillance de ces données qui peuvent être consultées sur notre site internet de Forest and Finance. En Indonésie, il existe de nombreux points chauds et incendies. Les zones jaunes sont des points chauds situés à l'extérieur des concessions de palmiers et de plantations forestières. Veuillez noter que les points chauds ne se trouvent pas seulement dans les concessions d'huile de palme et de plantations forestières, mais peuvent également être trouvés dans d'autres types d'utilisation de terres, telles que l'exploitation minière. On peut voir que dans l'huile de palme, mais d'autres groupes, il y a encore de nombreux points chauds. Sinarmas a toujours des points chauds dans ses concessions d'huile de palme et de sylviculture. Ces points chauds ont diminué en mai, mais ont ensuite augmenté en juin et août.
Nous ne savons pas ce qui va se passer en septembre. Mais il y a une tendance à l'augmentation de ces points chauds dans les plantations d'huile de palme et de forêt. Nous devons donc continuer à surveiller les nombres croissants de points chauds et de foyers dans les deux types de concessions. Comme je l'ai dit précédemment, Sinarmas, à travers sa filiale APP, a également défriché les tourbières. Nous savons qu'en réalité, ils ont une politique qu'ils annoncent souvent, qu'ils publient souvent. L'organisation Jikarahari Rio a dénoncé PT Arara Abadi à la police. Le défrichage et le brûlage intentionnel de zones ne constituent pas seulement une violation des politiques de Sinarmas, mais aussi des réglementations indonésiennes. Les institutions financières doivent examiner les pratiques de l'entreprise et savoir comment elles sont liées aux non-conformités. Il s'agit d'une note importante pour les institutions financières et les forces de l'ordre en matière d'identification. Comme nous l'avons entendu de Ward et Merrill, nous avons parlé du financement des entreprises à travers les institutions financières et de leur impact sur l'environnement. Sinarmas a plusieurs grands financiers, comme BRI, BNI, BCE, Mizuho, ICBC, Panin, Mandiri, Maybank, MUFG, Banque de Chine. Le financement de BRI a augmenté pour Sinarmas. Quand on sait que Sinarmas a encore des incendies dans leur concession en 2019. Comment BRI finance-t-il encore? Ceci doit être souligné. Il devrait y avoir une évaluation. Les antécédents de Sinarmas, avec des incendies répétés, des conflits, le défrichage des tourbières, ne sont pas assez importants pour que les banques arrêtent leur financement. Ceci doit être noté. Il s'agit d'un financement de plusieurs financiers pour les industries d'huile de palme et de pâte à papier de Sinarmas. Le BRI est l'un des plus grands financiers avec tous ses financements pour le pâte à papier. BNI finance les deux industries avec un pourcentage plus élevé pour pâte à papier. De la même manière, BCA fournit également un financement important pour le pâte et le papier. Et il y a la MY Bank, Maybank. Nous avons publié un rapport sur Maybank auparavant. Nous espérons qu'ils continueront à améliorer leur réglementation et la mise en œuvre pour tous les clients. Il y a Mizuho, Mandiri et CIMB. Il s'agit d'un financement à partir d'avril 2020. Les antécédents de Sinarmas, depuis 2015 à avril 2020, doivent être notés. Il apparaît que le financement augmentera. Ce sont des obligations et des actionnaires de Sinarmas à partir d'avril 2020. Comme Ward l'a expliqué plus tôt à propos des investisseurs, nous avons ici des investisseurs internationaux de Silchester avec un financement important pour l'huile de palme. Les médias doivent informer les investisseurs et les actionnaires que leurs investissements vont à des entreprises encore liées à des conflits sociaux et environnementaux.
Que peuvent faire les banques? Les banques peuvent faire beaucoup pour réduire les risques sociaux et environnementaux. Avec la violation répétée de la réglementation par Sinamas en Indonésie, les banques devraient revoir les lignes de financement existantes et arrêter les nouveaux financements. Deuxièmement, les banques doivent ou devraient adopter et mettre pleinement en œuvre les politiques NDPE exigées de tous leurs clients. En particulier des grands groupes comme Sinarmas. Les banques doivent également insister auprès de leurs clients et de toute leur chaîne d'approvisionnement, car nous soupçonnons fortement que les holdings et les filiales s'améliorent, leur performance, mais que leurs chaînes d'approvisionnement sont encore loin derrière. Il est donc important que les institutions financières s'assurent que ces clients, non seulement les filiales, mais aussi les chaînes d'approvisionnement, doivent se conformer à la réglementation et viser un développement durable, afin que le financement durable puisse être mis en œuvre par ces mêmes institutions financières. Les financiers doivent également mettre cela en œuvre, à savoir une approche claire de tolérance zéro en matière de brûlage, de sorte que si les clients déclenchent inintentionnellement des incendies ou font preuve de négligence dans leur prévention, les banques doivent arrêter de fournir de nouvelles lignes de crédit à ces clients. Voilà donc pour ma présentation et je rends la parole au modérateur. Merci. Merci Eddy pour cette présentation de l'étude de Casinamas. Merci beaucoup aux orateurs pour leur super présentation. Avant de passer aux questions et réponses, je dois souligner les principales conclusions de la base de données de Forest and Finance. Depuis la signature de l'accord de Paris, 20 signataires du principe de la banque responsable ont fourni un financement de plus de 52 milliards de dollars à des entreprises productrices de matières premières à risque de déforestation, des forêts tropicales du Brésil, de l'Asie du Sud-Est et d'Afrique centrale et occidentale. Le feu étant délibérément utilisé pour défricher les terres, en particulier en huile de palme et les pâtes de papier, il convient de noter que parmi les plus grands bailleurs de fonds en Asie du Sud-Est, il existe plusieurs banques indonésiennes et malaisiennes qui ne sont pas des membres des accords PRB qui ont adhéré à ce principe. Pour inverser les impacts sociaux et environnementaux négatifs qui existent sur les secteurs qui mettent les forêts en péril, les banques et les investisseurs doivent agir immédiatement, en grand nombre, dans plus de régions et adopter des normes ESG et des processus de diligence raisonnables plus stricts. La réglementation du secteur financier a joué un rôle important en accélérant et en façonnant ce programme afin de garantir que le secteur économique soutienne les objectifs de politique publique. On peut voir qu'il y a des questions. La première, voyez-vous une amélioration en ce qui concerne le financement des entreprises productrices de matières premières qui mettent ces forêts en péril ces dernières années? Peut-être que Merel peut répondre? Merci Maria. On constate qu'au cours des 5 dernières années, depuis la signature de l'accord de Paris,
Le flux de financement vers les entreprises productrices de matières premières qui mettent les forêts en péril a augmenté. Il s'agit d'une tendance inquiétante, car la plupart des banques n'ont pas de politique NDPE ou sont mal mises en œuvre. C'est une tendance inquiétante. Pour, euh, pour les politiques, sur notre site, il y a une évaluation des politiques de 2018 qui doit encore être mise à jour, ce qui sera fait en 2021. Cela se fera au début de l'année prochaine pour voir comment les politiques s'améliorent. Mais en général, c'est assez inquiétant en termes de financement. C'est parfait, merci. Nous avons une autre question. Comment les institutions financières se sont-ils engagées par rapport à ces points chauds et aux autres risques? Merrill ou Vard, peut-être? Merci pour la question. C'est important pour les institutions des services financiers. D'après notre expérience, les établissements des services financiers ne connaissent pas les filiales des holdings. Habituellement, les institutions de services financiers ne disposent que des registres de la société comme Sinarmas. Lorsque nous partageons ces informations avec une institution de financier ou avec l'autorité indonésienne des services financiers, ils ne savent pas que les entreprises liées aux incendies sont des filiales sinistrées. Ce n'est pas facile. Nous devons créer des synergies. L'autorité indonésienne des services financiers doit immédiatement, pour info, de publier leur feuille de route. L'ancienne feuille de route se termine en 2019 qui contient un point important sur la question des risques ESG. Les banques devraient avoir des directives pour engager leurs clients et doivent avoir l'accès au public pour ouvrir l'accès au service public pour fournir des informations aux institutions de services financiers. En outre, l'autorité indonésienne des services financiers, en tant qu'autorité, doit se mettre en synergie avec d'autres agences d'application de la loi, telles que la Commission indonésienne pour l'élimination de la corruption. Ils doivent coopérer avec la Commission indonésienne pour l'éradication de la corruption avec les forces de l'ordre. Les incendies de terre et de forêt incluent des acteurs, notamment des entreprises. Lorsque le ministère de l'aspect forestier est une entreprise pour l'incendie, l'institution des services financiers doit être proactive. Surveiller ce processus et coopérer avec le ministère. Cela permet d'anticiper les futurs incendies. En outre, les établissements de services financiers soumis à la réglementation de l'autorité indonésienne des services financiers doivent imposer des sanctions strictes et non seulement écrire des lettres aux établissements de services financiers qui continuent de financer ses clients. Comme je l'ai dit, la transparence est un défi commun. Il doit y avoir une coordination avec les ministères d'exécution, comme le ministère du droit et des droits de l'homme. Les bénéficiaires effectifs de la société doivent être déclarés. Merci Eddy pour votre réponse. Nous avons une autre question. Quel est le rôle de l'autorité de financement indonésienne dans la promotion d'un financement durable?
Peut-être que Eddie, vous pouvez aussi répondre. De la régulation indonésienne, les services financiers indonésiens, aussi connus sous EGK, ont le pouvoir de le faire. Depuis 2015 à 2019, OGK a une feuille de route. Sur cette feuille de route, se rend compte qu'il existe un manque de capacité des institutions financières pour comprendre la durabilité. Dans sa planification, la deuxième feuille de route pour 2020-2024 commence à discuter de la gestion des risques environnementaux. Mais ce n'est pas encore publié. OJK doit se dépêcher. Deuxièmement, nous pensons que OJK doit de nouveau activer son forum de communication sur la finance durable. Parce que les parties prenantes peuvent s'asseoir ensemble et partager des informations et travailler ensemble pour réaliser une finance durable. Cela peut également permettre de contrôler cette réglementation. Nous savons que l'OGK n'a pas la capacité de mener une surveillance sur le terrain et doit donc travailler avec d'autres agents d'État. OGK a le projet de feuille de route qui doit être publié immédiatement. Si OGK ne publie pas immédiatement sa feuille de route pour la finance durable, cela peut être une menace pour notre forêt et en général pour l'environnement en Indonésie. La feuille de route aborde non seulement le secteur forestier, mais également la finance durable en Indonésie. Merci. Merci Eddie pour cette réponse. Nous avons le temps pour une autre question. Avez-vous des chiffres sur le montant financé aux entreprises protectrices de commodités à risque de déforestation avant l'accord de Paris? Maria, je pense que je vais prendre cette réponse. C'est une bonne question. Lorsque nous avons lancé Forest and Finance il y a quelques années, nous avions des données de financement pour une période plus large que 2010 et plus, mais pour le Brésil et l'Afrique, nous avions des données de 2013. À partir des données de Forest and Finance, nous avons des données de 2013 et plus, et nous rapportons les résultats. En 2013, il y avait environ 31 milliards, 2014 37 milliards, 2015 27 milliards, et depuis lors, cela a augmenté de nouveau. 39 milliards en 2019. Il y a une petite baisse en 2015, mais cela augmente désormais. Il y a de nombreux développements dans le financement au Brésil. Et il y a une tendance similaire en Asie du Sud, mais plus stable. L'augmentation était plus importante au Brésil. Merci Ward. On manque de temps. Nous aimerions remercier tous nos partenaires. Merci d'avoir rejoint ce webinaire et nous espérons vous voir la prochaine fois.